À la fin des années 1860, le chemin de fer règne en Occident. Des voies ferrées sillonnent une grande partie de l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et le continent européen. Elles relient les grandes villes et facilitent l'accès à de nouvelles régions. Bientôt, certains suggèrent la construction d'un chemin de fer à Terre-Neuve. L'ingénieur canadien Sanford Fleming est l'un des premiers qui adhère à la réalisation d'un tel projet. Il travaille déjà à la construction d'un chemin de fer dans les Maritimes et voudrait bien l'étendre à l'île de Terre-Neuve. Sanford Fleming désire établir un réseau de transport entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les passagers voyageraient de l'Irlande jusqu'à Terre-Neuve par navire à vapeur, puis traverseraient l'île par train avant de prendre un traversier vers la Nouvelle-Écosse et de monter à bord d'un train de l'Intercolonial Railway. Il prévoit qu'une ligne de chemin de fer à Terre-Neuve réduirait de 4 jours la durée des déplacements entre Londres et New York. Le gouvernement de Terre-Neuve s'intéresse à cette proposition. En 1874, il lui demande de procéder à un levé de l'île. Le rapport, déposé un an plus tard, recommande au gouvernement la construction d'un chemin de fer de 579 km. Il partirait de St. John's à l'est et aboutirait à St. George's à l'ouest. Les coûts prévus atteindraient 8,5 millions de dollars. Les résultats du rapport ne conviennent pas tout à fait au gouvernement. D'abord, les coûts sont trop élevés. Ensuite, la gare terminus serait établie à St. George's, ce qui représentait une difficulté non négligeable. Cette collectivité étant située sur le French Shore, la construction d'un chemin de fer soulèverait de nombreux problèmes de politique internationale. Le gouvernement décide donc de mettre temporairement en veilleuse le rapport. L'intérêt pour le train, toutefois, ne cesse de croître. Ses partisans soutiennent que la construction d'un chemin de fer transinsulaire permettrait à Terre-Neuve de se moderniser et de connaître la prospérité. Ils soulignent que les derniers levés géologiques de l'île indiquent la présence d'abondantes ressources minérales et forestières prêtes à être exploitées. Le chemin de fer en faciliterait l'accès et favoriserait la diversification de l'économie qui ne s'appuierait plus seulement sur l'industrie de la pêche à la morue. L'un des plus chauds partisans du train est Moses Harvey, un naturaliste, écrivain et ministre presbytérien bien connu. Le 11 février 1878, il prononce une conférence à St. John's qui propose la construction d'un chemin de fer transinsulaire. Ce chemin de fer donnerait accès à plusieurs régions de l'île. Il unirait les côtes est et ouest. Il permettrait l'exploitation des territoires, des forêts et des ressources minérales. Il rapprocherait l'île du continent voisin. Il stimulerait la croissance démographique et divers secteurs industriels. Ce serait le point de départ d'un progrès social et économique qui serait sans limite. Une fois le chemin de fer construit, tout est possible. Plus tard cette année-là, la population donne son approbation à la construction d'un chemin de fer avec l'élection de William Whiteway comme premier ministre de la colonie. Le Parti conservateur avait remporté les élections en promettant notamment la construction d'un chemin de fer. En 1880, le gouvernement décide d'entamer la construction d'une voie ferrée de 545 km de St. John's jusqu'à Halls Bay, en prévoyant un embranchement vers Harbour Grace. L'arrêt du chemin de fer à Halls Bay plutôt qu'à St. George's élimine les problèmes rattachés au French Shore. De plus, la décision d'un embranchement vers Harbour Grace relève du bon sens économique, puisque le train desservirait la région la plus peuplée de l'île. Le gouvernement choisit un chemin de fer à voie étroite plutôt qu'une voie normale et plus coûteuse. Ce choix, économique à court terme, entraînera de graves problèmes à long terme, car il réduira la quantité de marchandises transportées. Le gouvernement est persuadé que cette mesure de réduction des coûts représente le meilleur choix, puisque le montant ne dépassera probablement pas 4 millions de dollars. C'est très inférieur aux 8,5 millions qui auraient nécessité la construction d'une voie ferrée normale jusqu'à St. George's. Alors que les arpenteurs examinent le nouveau trajet, la construction d'un chemin de fer soulève des débats enflammés. Ses partisans entrevoient la création de nouveaux emplois et la diversification de l'économie. D'autres sont en désaccord. Ils affirment que les coûts de construction et d'entretien écraseront la colonie sous une lourde dette à long terme. Certains craignent même que ce fardeau financier favorise l'union avec le Canada. Stephen Rendell, politicien et gestionnaire de la succursale de Water Street de l'entreprise Joe Brothers, fait partie des détracteurs.
Il décrit ses appréhensions au Conseil législatif le 22 avril 1881. Les partisans du chemin de fer nous offrent la représentation idyllique d'une prospérité sans bornes et de l'élimination de la pauvreté grâce au plein emploi. Ils critiquent ceux qui professent des points de vue contraires en déclarant qu'ils font obstacle à l'amélioration de la situation économique des gens. Ce ne sont en fait que sottises et absurdités destinées à tromper les gens, à les rendre mécontents de leur sort, à troubler leur esprit et à empirer leur situation. Des familles s'inquiètent de la possible mainmise du gouvernement sur leurs terres pour la construction du chemin de fer. C'est une question particulièrement épineuse dans les régions rurales, où souvent les gens ne détiennent pas de titres fonciers. Dans la collectivité de Foxtrap, la situation dégénère. De nombreuses familles possèdent de vastes terres agricoles qu'elles cultivent depuis des années, voire des générations. Si le gouvernement réquisitionne les terres, ces familles perdront leurs moyens de subsistance. Le 22 juillet 1880, 500 citoyens empêchent l'équipe d'arpentage de mettre les pieds dans leur village. La confrontation dure 5 jours avant l'arrivée des forces policières de St. John's qui s'affairent à rétablir la paix. Le projet se poursuit malgré les protestations. En 1881, le gouvernement accorde le contrat de construction à Albert Blackman, un avocat new-yorkais à la tête d'un consortium financier. La construction s'amorce le 9 août. À la fin de l'année, la voie ferrée mesure déjà 16 km à St. John's. Une première locomotive en provenance de l'île du Prince-Édouard est déjà sur l'île. Ces travaux emploient 400 travailleurs et les embauches se multiplient rapidement. L'été suivant, des trains de passagers roulent entre St. John's et la collectivité de Topsail. Les excursions en train le dimanche après-midi sont très populaires, mais elles suscitent également la réprobation du clergé local. En 1883, la Sabbath School Convention les condamne publiquement. La Sabbath School Convention de Terre-Neuve a décidé, en son nom, au nom des 10 000 élèves et enseignants de l'école du dimanche qu'elle représente, et au nom du Seigneur du sabbat, de protester vigoureusement contre la profanation du jour du Seigneur, dont se rend responsable la Newfoundland Railway Company en offrant des excursions le dimanche. Ces excursions et la construction du chemin de fer se poursuivent malgré ces manifestations. Les problèmes ne manquent pourtant pas. En 1882, Albert Blackman et le consortium rencontrent des difficultés financières. Au printemps 1884, ils déclarent faillite. La Newfoundland Railway Company est mise sous séquestre entre les mains de Sir Francis Evans. Ce dernier, au grand soulagement du gouvernement, décide de terminer la construction de l'embauchement vers Harbour Grace. Il est inauguré 6 mois plus tard. Le train serpente dans les régions de l'île les plus peuplées sur 135 km. Il y a suffisamment de passagers pour en retirer un léger profit. Le nouveau premier ministre est alors Sir Robert Thorburn. Moins enthousiaste que son prédécesseur William Whiteway, il désire néanmoins encourager la création d'emplois et la construction du chemin de fer qui lui semble un bon moyen d'y parvenir. Le succès que connaît l'embranchement jusqu'à Harbour Grace pousse Robert Thorburn à en construire un deuxième dans la péninsule d'Avalon. C'est l'embranchement Placentia. Inaugurée le 2 octobre 1888, la voie ferrée mesure 42 km entre la jonction d'Harbour Grace et Placentia. Un an plus tard, William Whiteway revient au pouvoir avec pour mandat ferme de poursuivre la construction transinsulaire du chemin de fer jusqu'à Halls Bay. Il se met rapidement à la recherche d'un entrepreneur. Il choisit un ingénieur écossais du nom de Robert Reed. La famille Reed s'occupera de la gestion de la compagnie de chemin de fer de Terre-Neuve pendant 30 ans.